78-89. Oh, bah, je me souvenais plus du numéro, tu vois. 11 février 2005. Pour la première fois depuis 30 ans, je reviens avec ma sœur Michel dans la maison où je suis né. Et nous, il n'y avait pas ce mur-là. Bonjour, monsieur. On habitait là. Ah. Les nouveaux locataires sont sourds et muets, mais j'arrive tout de même à me faire comprendre. La dernière fois que ma sœur et moi avons franchi ce portail, c'était le 13 septembre 1973, juste 2 jours après le putsch militaire qui a renversé le président Allende et qui a bouleversé notre vie à jamais. Uy, qué emoción. Qué emoción. Oh putain, ça c'était ta chambre. C'était ma chambre. Ça c'était ta chambre. T'avais une chambre pour toi tout seul. Ouais, j'étais le garçon de la maison. Escrivo. Oh, je reconnais rien. Ça c'était la chambre de papa et maman. Il y avait un grand lit là, il y avait une commode ici. Et ici. Et... C'est dans cette chambre-là, moi, où ils m'ont mis. C'est vrai? C'est dans cette chambre-là, ouais. Ah, c'est leur chambre. Ouais, c'était dans cette chambre-là, ils m'ont assis sur le lit. C'est un moment. Là, tu vois, le lit était là, comme celui-là. Ouais, parce que je me rappelle, ils m'ont assis là et je voyais papa dans la salle de bain. Et papa, il était assis là dans les toilettes. Enfin, sur les toilettes. Et les militaires, ils étaient où? Bah, ils étaient partout, Et maman, elle était où? Bah, elle était avec vous, elle était dehors avec vous. Non, tu vois, ça, je me souviens pas. Et papa, il était assis là. Et il avait un mec ici, puis un autre bidasse là. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça que c'était. Ils ont commencé à nous taper, et après, ils l'ont emmené ici. Et là, ça a été vraiment super violent. Super violent. J'étais speed. C'était super violent. Quand j'étais assis là-bas, il m'a dit ça va aller, pleure pas, il m'a. Ouais. Ça remet les souvenirs. Ouais. Bah ouais, sur place, ça revient mieux. C'est dingue. Je m'appelle Ibarra Ibar, comme mon père. Une tradition au Chili pour le premier garçon de la famille, le seul parmi 5 filles. Un privilège lourd à porter aussi lorsqu'on a 6 ans et que l'on voit son père se faire torturer devant ses yeux. Mon père est chilien et ma mère est française. Ils se sont connus à Saint-Germain-des-Prés en 1960. Un coup de foudre, un départ précipité pour le Chili et 6 enfants de l'amour qui vont suivre. Mon père, c'est lui, à l'époque du bonheur. Il est rédacteur en chef du journal le plus proche d'Allende. C'est lui qui m'a inoculé le virus du journalisme. Du coup d'État contre le président Allende, de la prise du pouvoir par le général Pinochet, l'histoire retiendra près de 3000 morts en quelques semaines. Moi, à part ce jour où j'ai cru ne plus revoir mon père et ma mère, j'ai perdu la plupart de mes souvenirs. J'ai toujours su que quelque chose de terrible leur était arrivé lorsque les militaires les ont emmenés. Mais mon père a toujours refusé de m'en parler. Ibarra Ibar est mort à Paris le 6 juin 2004. Ce retour au Chili après 30 ans d'absence, c'est pour lui que je l'ai entrepris. Pour lui, pour sa soif de vérité et de justice. Tia Mercedes, notre voisine de l'époque, c'est elle qui nous a sauvés, mes sœurs et moi. Sans son intervention, les militaires nous auraient embarqués avec mon père et ma mère. Elle habite toujours à côté. Et à part ses cheveux blancs, elle n'a pas changé. Au moment où ils les ont emmenés, ton père était dans un sale état. Il saignait de partout, même des oreilles.
Comme il le traînait par terre, j'ai cru qu'il l'avait tué. Moi aussi, je l'ai cru. J'étais terrorisé. Puis Mercedes va nous révéler, à ma sœur et à moi, un souvenir que nous avions totalement occulté. Après le départ de vos parents, un gendarme est entré chez nous pour demander où était Sergio, mon mari. Le gendarme est entré dans cette chambre où vous étiez tous les 6. Et là, vous étiez tous regroupés au fond de la pièce, avec mon mari juste derrière vous. Vous étiez assis sur lui, comme si instinctivement vous saviez qu'il fallait le cacher aux yeux des militaires. Quand j'ai vu la scène, j'ai répondu « Il n'est pas là ». Et ça a marché. Mais je n'avais qu'une peur, c'est que l'un de vous vende la mèche. Finalement, nous aussi nous avions sauvé quelqu'un, malgré notre peur. Tu sais, on n'arrivait pas à dormir la nuit ici. On entendait tirer tout le temps. Ils ont tué tellement de monde. Les hélicos passaient toute la nuit, toute la nuit. On entendait tirer depuis les hélicos. Je crois que cela a duré avec cette intensité pendant 2 mois. Je ne pensais pas qu'on pouvait se souvenir de tout ça. 2 mois de répression terrible, où les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires et la torture atteindront leur paroxysme. Parce qu'elle est française, ma mère va être libérée. Après nous avoir mis à l'abri dans le nord du pays, elle va rester à Santiago, réfugiée à l'ambassade de France, où elle va tenter d'obtenir la libération de mon père. Je vais rester sans nouvelles d'eux pendant 2 mois. Première étape de mon enquête, le siège de la CODEPU, une association qui regroupe des avocats pour la défense des victimes de la dictature. C'est la mémoire vivante des années de plomb au Chili. Comment tu t'appelles? Ibar Aybar. Comment? Ibar Aybar. Ibar Aybar. Ah, mais je connais très bien ton cas. Enfin, je veux dire celui de ton père. Je m'en suis occupée personnellement. Ce sont des dossiers que l'on a pris très à cœur. D'ailleurs, dans le livre, on a publié la déclaration de ton papa. Mon père a déposé un dossier ici. Un témoignage envoyé depuis Paris en 1998. Le numéro 537 sur la liste des 28 000 personnes reconnues comme victimes de la torture. Je connaissais l'existence de ce témoignage, mais je ne l'avais jamais lu. En tout, une 40aine de lignes. Presque rien sur les tortures qu'il a subies. Et à ma grande déception, aucun nom. Aucune piste qui pourrait me mener aux responsables de notre malheur. Mais il donne aucun détail, mon père. Il dit rien. C'est vrai qu'il ne désigne personne, mais c'était peut-être pour vous éviter des souffrances, à vous les enfants et à votre mère, s'il n'a pas donné de détails. En fait, je ne sais pas, mais ça reste un document historique. Ton père raconte par où il est passé. Tu vois, là, et puis là. Mais comment c'est possible? Mon père était journaliste, il savait écrire. Pourquoi il y a si peu de détails? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mon père n'est pas le seul à ne pas pouvoir raconter sa torture. C'est le cas pour la plupart des gens qui ont témoigné dans ce livre. Après son arrestation, mon père va passer 2 mois au stade national. Le stade de football de Santiago du Chili, transformé en un gigantesque camp de torture par la junte militaire. Plus de 40 000 prisonniers, hommes et femmes. Cette photo d'une femme qui parle à son mari emprisonné a fait le tour du monde à l'époque. C'est celle de mon père et de ma mère. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, j'ai donné rendez-vous à cet homme, Alberto Gamboa. C'était le directeur du journal où travaillait mon père. Oui, c'est bien par là qu'ils m'ont fait passer. Alberto a été arrêté quelques jours après mon père. Il a accepté de revenir avec moi sur les lieux de leur cauchemar. Dans les couloirs, tu marchais au milieu de gens étendus à plat ventre. Il y en avait partout. Ne pense pas qu'il y en avait 3 ou 4. C'était tapissé de corps. Alors il fallait marcher comme ça pour les éviter. Enfin, moi en tout cas. Je marchais comme ça. Les militaires, eux, les piétinaient comme si c'était des bêtes. Entre minuit et 1h du matin, ils ont fini par me trouver un endroit où dormir.
Alors c'était un vestiaire. Je ne sais pas exactement si c'était celui-là, mais pareil, un vestiaire comme ça. À l'époque, les détenus dormaient assis. 2, 4, 6. Il y avait 6 types, 6 personnes, que des hommes. Et là, dans la première douche, j'ai retrouvé Ibar Aybar, bien assis sur sa couverture. 2 personnes tiennent dans chaque douche. Assieds-toi pour voir. Je vais me mettre à côté de toi. Voilà, on y est. Ibar était là, avec son pote Herrera, il dormait comme ça. Et comment ça s'est passé quand vous vous êtes retrouvés? Une énorme accolade. On s'est tombé dans les bras et on a versé quelques larmes. Je croyais qu'il était mort et lui aussi me croyait mort. On s'est raconté nos arrestations. Celle de ton père a vraiment été terrible. Il m'a dit que les soldats n'avaient fait aucune différence entre ton père, un homme qui pouvait résister plus, et ta mère, qui est une femme. C'était une arrestation vraiment très violente. Comment était mon père physiquement? Très maigre, vraiment très maigre. Mais il faut que tu saches que le régime était très dur. Je t'ai dit que l'on dormait dans les vestiaires, mais en fait on passait toute la journée dans les vestiaires. Il y avait plus de 80 personnes ici. Il y avait des gens qui dormaient assis. Il fallait étirer les jambes à tour de rôle. Sauf ton père qui avait plus de place ici. C'est pour cela, je crois qu'il tenait autant à cette douche. Alberto va m'emmener dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Un petit bâtiment, un peu à l'écart du stade. C'est là que se déroulaient les séances de torture. Avant de rentrer, les soldats bandaient les yeux des prisonniers. Alors ici, je vais te montrer. On nous alignait le long de ce mur et on rentrait un par un, au fur et à mesure qu'ils nous appelaient. Ici, les interrogatoires étaient plus raffinés ou plus scientifiques, comme ils disaient. Enfin, si on peut utiliser ce terme pour qualifier leur brutalité. On t'attachait les mains sur le sommier en fer et les jambes aussi. Et là, on te battait. On t'appliquait du courant sur les testicules, sur les mamelons. Et qu'est-ce qu'ils te demandaient? Ce que tu faisais. Moi, j'étais directeur du journal, alors on me demandait « À qui appartient le journal? À qui tu l'as vendu? Tu l'as vendu à Allende? Allez, dis-nous que tu l'as vendu à Allende. » Et à mon père, on lui demandait les mêmes choses? Ah oui, bien sûr. Quand c'était le tour de ton père, il lui demandait les mêmes choses. Nous, on n'a jamais vu le visage des tortionnaires. Jamais? Jamais. Avant de mourir, mon père a écrit un livre où il raconte une anecdote sur le stade national. Celle d'un policier qui va braver ses supérieurs pour lui venir en aide. Ce policier, je l'ai retrouvé. C'est lui, Juan. Je vais lui lire ce que mon père a écrit sur lui. L'homme m'a roué de coups avec ses pieds et ses mains comme s'il voulait montrer sa détermination face aux militaires qui nous entouraient. Il s'est arrêté à bout de souffle quand je gisais par terre et il s'est approché de moi et il m'a dit à l'oreille « Désolé, camarade, pour ces coups, mais j'étais obligé pour ne pas éveiller la méfiance des militaires qui nous entourent. Votre femme Michel a été libérée du stade et elle s'est réfugiée à l'ambassade de France et vos 6 enfants sont dans votre famille dans le Nord. Pardonne-moi pour les coups, mais il faut que je donne le change, sinon on va y passer tous les deux. Mais si j'ai voulu rencontrer Juan, c'est surtout dans l'espoir qu'il m'aide à retrouver ceux qui ont vraiment torturé mon père. Ibar Aybar, ton papa. Ah, je n'avais jamais vu cette photo. La dédicace est de moi. À Juan, l'homme qui m'a permis de connaître mon père, même après le 11 septembre 1973. C'était normal de réagir comme ça. Quand on voyait les conditions dans lesquelles étaient les gens là-bas, c'était la moindre des choses. Laisse-moi m'en remettre. Il faut qu'on s'embrasse. Qué bueno.
Muchas gracias. Assieds-toi, on va pouvoir discuter maintenant. Alors, qui s'occupait des prisonniers politiques? Ils avaient une équipe spéciale qui s'appelait le service d'intelligence de l'armée, le SIM. Après, ils ont changé son nom. C'était la direction de l'intelligence militaire, le DIN. Alors toi, tu ne sais pas quels étaient les bataillons qui ont travaillé dans le stade? S'ils appartenaient à l'armée de l'air, à l'armée de terre ou aux marines? Il y avait des gens de l'armée de l'air, des gens de l'armée de terre et des gendarmes, des carabiniers, mais je n'ai jamais vu des gars de la marine, jamais. Mais tu sais, c'était difficile de savoir qui était qui. Ils portaient tous des uniformes identiques, sans aucune décoration, sans aucun grade. Là encore, pas un seul nom. Comme mon père, Juan reste très vague. Pour lui aussi, 25 ans après, le traumatisme est toujours là. Personne n'a protesté. Personne n'a dit stop. L'armée donnait l'impression d'être tellement forte, tellement intouchable. C'était fou. Vraiment, personne n'a osé intervenir en faveur des prisonniers. Je te parle de la période 73 à 76. Personne ne s'est intéressé à leur sort. Pendant 3 ans, les services de sécurité ont pu faire leur travail de répression en toute liberté. Je décide d'aller dans le nord, à Chacabuco, à plus de 1600 km de Santiago. C'est là que mon père a été transféré après ces 2 mois passés au stade national. C'est un camp de prisonniers en plein milieu du désert. Avec moi, ma mère, la femme qui porte un chapeau, et la plupart de ma famille. C'est la première fois depuis 25 ans que nous nous retrouvons tous réunis au Chili. L'homme qui conduit, c'est Roberto, mon oncle. Il connaît l'endroit. Il y était venu avec mon père, il y a 10 ans. Tout de suite, nous sommes saisis par le silence qui règne ici. Le camp a été transformé en musée par le nouveau gouvernement chilien, qui l'a dédié aux victimes de la dictature. Mon père est né dans cette région. Son enfance, il l'a passée à quelques kilomètres de cette ancienne mine de salpêtre, où on l'a mis en prison. Le gardien, comme mon père, est aussi un ancien prisonnier politique. Il vivait à combien dans ce baraquement? 9 par pièce. Il y avait 3 fois 3 lits superposés. Alors par baraquement, ils étaient 18? Oui, dans chaque baraquement, il y avait 9 plus 9, donc ça fait 18. Il y avait en tout 1100 prisonniers. Voilà. Et en fait, ça, c'est la baraque de papa. C'est la maison de papa. Et il me disait justement que le Tio Robert, il était venu ici avec papa quand il est revenu après l'exil. Et papa cherchait partout, il avait un peu de mal à retrouver. Mais la maison, c'est celle-là. Et comment se sentait papa quand il est revenu ici? Il était tellement ému. Il voulait rester seul. Imagine un peu. C'est seulement à ce moment-là que ses souvenirs ont commencé à revenir. Avant de partir pour le Chili, j'avais retrouvé ce film sur les conditions de vie dans le camp des prisonniers de Chacabuco. Ce sont les seules images dont je dispose. Elles ont été tournées sous haute surveillance par des journalistes est-allemands en 1974. Et parmi le millier de prisonniers du camp, un homme va être interviewé plus longuement que les autres. Et cet homme, c'est mon père. J'ai été arrêté chez moi le 13 septembre dans la nuit. Les motifs de ma détention, je ne les connais toujours pas. Pour le moment, il n'y a aucun élément à charge contre moi. Pendant ces 5 mois de détention à Chacabuco, mon père n'a eu droit qu'à une seule visite. Ça, c'est le théâtre. Tu vois, c'est ici qu'a eu lieu la visite. Celle de sa sœur, ma tante. Je me rappelle que quand on rentrait, il y avait des barbelés là-bas.
Les prisonniers étaient entassés derrière, loin, tout là-bas. Comment était-il moralement à ce moment-là? Il s'est toujours montré entier devant moi. Il n'a jamais craqué. C'est même lui qui nous remontait le moral. C'est lui qui nous consolait. Il disait qu'il allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Qu'est-ce que tu ressens ici maintenant? De la peine. Beaucoup de peine. De l'impuissance. Qu'il ait dû traverser tout cela sans raison. Parce que je le dis toujours, si tu as commis un crime, tu dois le payer. Mais si tu n'as rien fait, pourquoi tu dois passer par là? Ma mère est restée à l'écart pendant toute la visite du camp, seule, perdue dans ses pensées, à relire le livre de mon père. Avant de partir, elle a demandé à voir le gardien du musée de Chacabuco. Loin de ma caméra, elle lui a offert un exemplaire du livre. Sans doute une promesse faite à mon père avant qu'il ne décède. Mon père, qui même prisonnier, est resté journaliste. Avec d'autres détenus, il a créé ce journal, le journal du camp, parce qu'il faut toujours se surpasser face à l'adversité, comme il aimait à le dire. C'est la première fois que ma famille découvre ces images. Moi, j'étais rédacteur en chef du quotidien Clarín quand j'ai été arrêté. On a décidé de créer un journal ici dans le camp pour stimuler la créativité qui s'est développée parmi nous et aussi pour remonter le moral des camarades, pour que notre séjour ici soit moins pénible. Tout cela nous aide à surmonter les traumatismes provoqués par ce genre de détention. Si l'on n'enseigne pas aux jeunes ce qui s'est passé, pas nécessairement pour désigner les coupables, alors tout peut recommencer à l'identique, d'ici 15, 20, 30 ans. L'Église demande que l'on pardonne. Moi, non. Pas de pardon. J'espère vivre assez vieux pour les voir tous en prison. C'est ça que je veux. Je décide de rentrer à Santiago et de poursuivre mon enquête. Je ne sais toujours pas qui a torturé mon père au Stade national. Et plus les jours passent, plus j'ai l'impression que je ne le saurai jamais. En désespoir de cause, je décide de demander de l'aide à une personne que mon père admirait. C'est le juge Guzmán, le tombeur du général Pinochet. Après 7 ans de procédure acharnée, il a réussi à inculper l'ancien dictateur pour crime contre l'humanité. Pourtant, s'il accepte de me recevoir, il n'est pas très optimiste. Trouver les tortionnaires qui ont torturé tellement de gens, 28 000 personnes ou plus, je pense que ça va être une tâche très très difficile. Donc peut-être on peut trouver quelques-uns, mais je pense que la plupart vont rester dans l'impunité. Comment arriver à faire condamner les tortionnaires de mon père? Sans le vouloir, le juge Guzmán va finalement me mettre sur la voie, en me faisant raconter une nouvelle fois ma propre histoire. Celle d'un enfant qui, le 13 septembre 1973, à l'âge de 6 ans, a été forcé de regarder son père se faire torturer devant ses yeux. Le juge Guzmán va me l'apprendre. Aujourd'hui, la loi chilienne considère cela comme un crime. Si vous avez quelqu'un, on avait parlé tout à l'heure de crimes contre l'humanité. La torture est un crime contre l'humanité. Alors, parfaitement, vous pouvez faire l'accusation, vous pouvez présenter une plainte contre cette personne. Et là, la justice a l'obligation de faire l'enquête et naturellement, si cette personne est trouvée coupable, cette personne doit être condamnée. Vous pouvez le faire, et même plus, je pense que vous devez le faire. Non. Et ce n'est pas une vengeance, c'est ce que doit faire toute personne qui connaît de l'existence d'un délit ou un crime et qui sait qui est la personne qui l'a commis. Non. Excusez-moi d'être
6 francs, mais je pense que c'est une obligation naturelle. Et c'est pas de la vengeance. Brusquement, je réalise que parmi les personnes qui m'ont forcé à regarder mon père se faire torturer, il y en a au moins une que je peux espérer retrouver. C'est le voisin qui l'a dénoncé. D'après le juge Guzman, il est aussi coupable que les autres. Ce voisin, on le surnommait Chicho Alisté. Je décide aussitôt de retourner une nouvelle fois enquêter dans mon quartier. Et vous connaissez Chicho Alisté? Il habitait ici? Oui, c'est vrai qu'il est du quartier, mais il n'a jamais habité cette maison. Et vous savez dans quelle maison il habite? Non. Il s'appelle bien Chicho Alisté, non? Pourquoi vous demandez tout ça? Parce que j'habitais ici quand j'étais petit. Je suis le fils de Michel Eibar. Ah, c'est le fils de la Michel. Ah, je vois où tu veux en venir. Viens par là. Il cherche après le diable. Toi, tu cherches après le... Hein? Je cherche la personne qui a dénoncé mon père. Oui, mais tu ne peux pas me le demander comme ça, de but en blanc. Je sais qui est cette personne, le salaud. Mais aujourd'hui, il a les jambes amputées. Il est en fauteuil roulant, l'enfoiré. Je me souviens bien de Michel avec tous ses enfants. Quand elle a dû s'exiler à l'ambassade pour partir avec tous ses enfants en France. Mais moi, je suis le petit Eibar. Oh, regarde, j'en ai la chair de poule. Embrassez-moi. Ça me retourne, mon chéri. Ils ont tellement souffert, ces petits moineaux. Enfin, vous, les enfants. L'épicière, Madame Santibáñez, décide de m'aider. En fait, tout le monde connaît la personne que je cherche dans mon quartier. Et je vais même m'apercevoir que tout le monde se rappelle aussi de notre histoire. Regarde qui je t'amène. Le fils de Michel, la française. Non. Si. T'es le fils, Eibar? Moi, je suis le petit Eibar, ouais. Je ne te crois pas. Ne me filme pas, please. Tu vois? Tu vois? Entre donc, passe. Alisté était une balance. Il a aussi dénoncé une autre voisine, Marta Carvajal, qui habitait en face. Les gens veulent que ces criminels regrettent ce qu'ils ont fait. Mais il n'y en a aucun qui a demandé pardon. Ça me met tellement en colère de les voir dans les églises. Quand tu vois que Pinochet a une chapelle privée, alors tu te dis, comment ils peuvent prier? Ils n'ont donc aucun remords pour ce qu'ils ont fait. Et comment l'Église les laisse communier, alors que l'Église interdit la communion des divorcés? Comment l'Église peut permettre à des assassins de participer à l'Eucharistie? Tu comprends? Ce sont les éternelles contradictions de ce pays et elles vont continuer. Car au Chili, on a perdu la mémoire. Et ici, personne ne parle de ces choses-là, ni dans les écoles, ni ailleurs. Je te comprends, mais pour le moment, moi, je cherche Chicho Alisté. Oui, alors Alisté, sa fille habite par ici, mais lui, apparemment, il est dans un fauteuil roulant et il vit maintenant dans un autre quartier. C'est Jorge qui va m'aider à retrouver le nom et l'adresse complète de l'homme qui a dénoncé mon père. Alors c'est quoi son nom? Voilà, Mario Alisté Rosal, c'est ça son nom complet. Un nom, une adresse, c'est suffisant au Chili pour déposer plainte. Alors je retourne voir les avocats qui aident les victimes de la dictature. Et tout d'un coup, comme si un verrou avait sauté, je me souviens précisément du comportement de Mario Alisté ce soir-là. Tu dis qu'il appartenait à la milice, mais ça ne veut rien dire. Tu sais ce qui se passait habituellement, c'est que le gars dénonçait, et dès que les carabiniers arrivaient sur place, il rentrait chez lui. Oui, mais lui, il est resté tout le temps, comme s'il dirigeait l'arrestation, en fait. C'est lui qui commandait? Oui, en quelque sorte. Il y avait bien des officiers, ça je m'en rappelle, mais c'était lui qui les incitait à battre mon père. Il est resté des heures pendant tout le temps où ça a duré. Il criait et il demandait que l'on tape mon père encore plus. Il disait même qu'il fallait le fusiller sur place. Oui, alors là, je comprends mieux. Avec qui il peut parler?
Federico Aguirre Madrid. Ah non, Federico Aguirre. Mais c'est mon copain. On était en classe ensemble. Tu le connais? Bien sûr que je le connais. On a fait nos études ensemble. Vous croyez que je peux le voir? Extraordinaire coïncidence. Sur tous les avocats qui travaillent ici, je tombe sur Federico, mon ami d'enfance. Oh, tu t'es coupé les cheveux. Comment tu vas, camarade? Bien, bien. Ça fait si longtemps. Vous étiez bien des potes? Incroyable. Federico, lui aussi, a vu disparaître des membres de sa famille. Depuis, il consacre sa vie à pourchasser les tortionnaires. Comme je te disais, nous sommes en train de regrouper les informations pour pouvoir faire pression sur les politiques. Ce qu'on veut, c'est un délai supplémentaire pour pouvoir rajouter tous les cas qui n'ont pas été pris en compte. Comme le tien, par exemple. Tu sais, il y a encore quelques mois, tout le monde croyait, y compris nous, que cela ne concernait pas les enfants. Mais la triste réalité, c'est qu'eux aussi ont subi des violences. En fait, comme moi, quand ils ont arrêté mon père, non? Oui, il y a même eu des enfants qui ont été emprisonnés pendant des années avec leurs parents. Et ils n'ont toujours pas été reconnus comme victimes, alors qu'eux aussi ont survécu à la prison et à la torture. Toi, qui étais mineur à l'époque, tu as été maltraité par des représentants de l'État. C'est pour cela, et parce qu'ils ont commis un crime contre l'humanité, que tu dois porter plainte. Toi, ta famille et tous ceux qui ont survécu. Federico, mon ami d'enfance, accepte de s'occuper de mon dossier. Première confrontation devant le juge d'ici 6 mois. Avant de rentrer à Paris, je décide d'aller annoncer moi-même la nouvelle à l'homme qui a bouleversé ma vie. Mes sœurs et mes nièces m'accompagnent, munies d'une caméra, pour que toute la famille puisse enfin voir le visage de Mario Aliste. Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Mario, s'il vous plaît? Oui, d'où venez-vous? D'ici, là, du quartier. Ok, mais pourquoi vous n'avez pas appelé avant? Tu es français? Moitié-moitié. Mais je suis sûr que votre père va se rappeler de nous. Ivan Aibar. Ibar Aibar. Ibar Aibar. Jeune homme, je suis désolée de vous dire que c'est non. Il n'est pas disposé à vous parler de quoi que ce soit. Il dit qu'il n'a rien à dire. Il dit qu'il n'a rien à dire? Alors dites-lui seulement que je suis venu de France jusqu'ici pour régler une histoire vieille de 30 ans. Maintenant, je me rappelle exactement de ce qu'il nous a fait, à chacun de nous. Il est venu chez nous escorté par des militaires et a vu mon père se faire torturer devant mes yeux. Et il n'a rien fait pour l'empêcher. Au contraire. Vous savez, ça aussi c'est considéré comme de la torture. Et c'est un crime contre l'humanité. Je suis venu ici pour le poursuivre en justice, lui et tous ceux qui étaient présents ce soir-là. J'aimerais que tu y parviennes malgré qu'il soit mon père. Mais il est amputé des 2 jambes, tu comprends? Amputé des 2 jambes. Tu penses qu'il faut le punir? Dieu s'en est déjà chargé. Non, mais moi je veux punir personne. Hein. Je veux seulement qu'il réponde devant la justice. À ta place, j'en ferai autant. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas, moi. Vous vous sentez comment d'avoir un père comme ça? Dieu m'a donné la force, de la force dans le cœur et le pardon. Je te demande pardon en mon propre nom, bien que je ne me sente pas coupable. Bon, pour ça, je te remercie. Mais en ce qui concerne ton père, sache que je vais aller jusqu'au bout. C'est sans doute pour cela qu'il ne veut pas te recevoir. Il en sait plus que moi, tu comprends? Oui, je comprends. Mais lui, il faudra qu'il s'explique devant un juge. En tout cas, quel courage de sa part. Il est courageux, ton père. Non, je sais qu'il n'est pas courageux. Il n'a jamais été courageux. À bientôt. À bientôt. Il a de la chance, ce connard, d'avoir une fille comme ça. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, devant le juge, il sera seul et on sera là aussi. Cette visite
Mon père ne l'a jamais faite, mais je suis sûr qu'il aurait aimé la manière dont elle s'est déroulée. Ce soir-là, toute la famille s'est retrouvée à nouveau soudée par la perspective du procès à venir. Même ma mère, d'habitude si discrète, a tenu à prendre la parole. Je voudrais dire quelque chose. Ce soir, c'est une très belle réunion parce que cela fait de nombreuses années que l'on ne s'est pas réunis. Mais je sais que ce soir, Ibar est avec nous tous. Santé. Et comme souvent au Chili, la soirée s'est terminée dans les pleurs, les rires et les chansons. Pour quelques heures à nouveau, le temps du bonheur, comme à l'époque de mes 6 ans, avant le 13 septembre 1973.